Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va continuer de parler de corruption, de conspiration et de complot. Je vous invite à consulter les deux précédents épisodes, si vous ne les avez pas écoutés, pour mieux comprendre de quoi on va parler aujourd'hui. À la fin de l'avant-dernier épisode, je vous disais que l'intérêt de parler de corruption plutôt que de conspiration, c'est que le terme corruption s'applique aussi à des dynamiques complexes et moins évidentes. L'un des problèmes avec les concepts de conspiration et de complot, c'est que c'est assez grossier comme forme de corruption. C'est un peu une corruption avec des gros sabots, si vous voulez. Une corruption faite exprès, une corruption malévolente, une corruption purement consciente d'elle-même, une corruption intentionnelle et volontaire, à travers laquelle des gens essaient délibérément d'en contrôler d'autres, d'installer de la peur en eux, de nuire, d'orchestrer des plans, etc. C'est très machiavélique. Alors que dans la réalité, la corruption est souvent bien plus subtile. Je dirais même que très souvent, la corruption s'ignore. Quand on est corrompu, notre corruption ne se révèle pas forcément consciemment à nous. Non, au contraire, elle se développe souvent progressivement, de manière couverte, masquée, transparente et inconsciente. La corruption aveugle permet en ce sens de caractériser des dynamiques virales et insidieuses qui agissent dans l'ombre, à notre insu, qui font mauvaise interférence et qui font que les choses ont tendance à progressivement partir en couille et devenir corrompues et toxiques. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous faire comprendre que même les corruptions organisées peuvent être inconscientes d'elles-mêmes et s'installer à l'insu de tout le monde. Ou dit autrement que les corruptions aveugles peuvent s'auto-organiser et donner l'illusion d'une conspiration. Pour mieux comprendre ce genre de dynamique, on va d'abord faire un parallèle avec le processus par lequel les langues se répandent et se perpétuent. Chaque langue, anglais, français, espagnol, etc., est un paradigme de communication, ou un système de communication, ou encore une façon codifiée de communiquer, si vous préférez. C'est un système organisé, régi par plein de règles. Mais, étant enfant, nous n'avons pas explicitement appris notre langue maternelle comme un système de communication. En fait, à notre entrée dans le monde, étant donné que tout le monde autour de nous parlait la même langue particulière, étant donné que tous les programmes télévisés, les livres, etc. étaient faits dans cette langue, notre cerveau n'a eu d'autre choix que d'apprendre et d'utiliser cette langue lui aussi, et de développer une adaptation à cette langue. Cette langue est devenue notre outil pour penser et appréhender la réalité. C'est quelque chose qui n'est pas souvent réalisé, mais notre façon de penser est intriquée avec les contraintes et les biais de la langue qu'on utilise pour penser. Ce qui veut dire que tous les biais de la langue qu'on utilise pour penser affectent notre façon de penser. Les contraintes de chaque langue font que c'est difficile de penser à certaines choses en les utilisant, et inversement que c'est facile de penser à certaines choses. La langue est comme un socle pour articuler des pensées particulières. Bref, quand nous sommes arrivés dans le monde, l'environnement dans lequel nous étions situés était façonné par et pour une langue. Et du coup, étant donné toutes les contraintes et les stimulations environnementales, nous n'avions d'autre choix que d'apprendre et d'utiliser cette langue nous aussi. Et donc de devenir nous-mêmes, sans vraiment nous en rendre compte, un agent perpétuateur de cette langue. Un agent qui, par sa propre utilisation et à son adaptation à ce paradigme de communication, allait indirectement influencer les autres à utiliser ce paradigme, et notamment les générations futures. Et notre participation à cette perpétuation s'est faite naturellement, sans plan ni intention. C'est davantage quelque chose qui nous est arrivé que quelque chose qu'on en a fait ou entrepris. Nous nous sommes simplement inconsciemment coordonnés avec les contraintes et les stimulations de notre environnement, et par cette coordination, nous avons contribué à perpétuer un système de communication. Tout ça de manière implicite, dans le sens où nous n'avons jamais explicitement cherché à nous coordonner, et encore moins à perpétuer ce système de communication qu'est notre langue maternelle. En fait, ce qu'il faut réaliser, c'est que, pour notre cerveau bébé, notre langue maternelle, elle n'existait même pas. Elle était simplement sous-entendue dans les stimulations qu'il recevait et reproduisait. La langue en elle-même, c'est-à-dire le système de communication qui relie toutes ces stimulations, n'était ni conceptualisée ni considérée par notre cerveau bébé. Notre cerveau était complètement myope à ce système global qui relie toutes les stimulations. Un peu comme le poisson qui ne réalise pas qu'il est dans l'eau. Et du coup, ce que ça veut dire, c'est que l'influence de notre langue maternelle a été présente et a fait son effet avant même que notre cerveau ne réalise que cette langue existe. Et je dirais même avant même qu'il ne soupçonne son existence.
Donc, même si depuis le début de notre vie, on a participé à la perpétuation de notre langue maternelle, on est très loin d'avoir conspiré pour perpétuer notre langue maternelle. Non, cet apprentissage et cette perpétuation implicite de notre langue maternelle, qui s'est faite à travers nous, il relève d'une forme de stigmergie. Le terme stigmergie a été introduit par le biologiste français Pierre-Paul Grasset en 1959, en référence au comportement systématique des termites. À travers l'ensemble de la coordination de leur comportement, les termites créent un système global. Elles vivent dans des termitières relativement géantes et complexes, un peu comme des sortes de mini-villes à termites. Mais ce qui est intriguant, c'est qu'elles vivent dans ces termitières géantes et complexes, sans vraiment réaliser qu'elles vivent dans ces termitières géantes. Alors même que ce sont elles qui ont construit et réalisé ces termitières et qui continuent de les maintenir. Ensemble, les termites forment une compétence complexe, mais une compétence aveugle. Ou, dans les termes du philosophe Daniel Dennett, les termites font preuve d'une compétence remarquable et complexe, en l'absence de compréhension de cette compétence. Ce qui n'est pas sans rappeler cette absence de conceptualisation de notre langue maternelle, que l'on a déjà commencé à apprendre et perpétuer quand on est un jeune enfant. Et au passage, les fourmis, c'est pareil que les termites. C'est une organisation, une coopération et une coordination incroyable qui pourtant n'est pas gouvernée par une politique consciente, mais par des phéromones. Ensemble, les fourmis coopèrent et réalisent des choses super complexes, mais aucune fourmi prise individuellement n'a la moindre conscience de ce qu'elle réalise. Bref, pour en revenir à la définition de la stigmergie, Pierre-Paul Grasset la définit comme la stimulation des travailleurs par l'œuvre qu'ils réalisent. C'est intéressant de remarquer qu'il y a un côté synergique et récursif dans cette définition. C'est l'œuvre qui stimule le travail de l'œuvre, et non une entité tierce. Autrement dit, c'est ce qui est en train d'être créé qui donne l'inspiration de créer. C'est l'œuvre qui tire les ficelles de l'œuvre, on pourrait dire. Et du coup, un peu comme le paradoxe de l'œuf et de la poule, on ne sait pas trop qu'est-ce qui arrive en premier. Le terme stigmergie provient des mots grecs stigma, marque, signe, trace, et ergon, travail, action, exprimant la notion que les actions d'un agent laissent des traces dans l'environnement, traces perçues par lui-même et les autres agents, et qui déterminent leurs prochaines actions. Autrement dit, l'environnement devient en quelque sorte une mémoire guidante, une mémoire collective guidante. De la même manière que les traces de nos expériences passées dans notre mémoire cérébrale nous guident dans le présent, eh bien les traces des interactions passées dans la mémoire de l'environnement partagé guident les fourmis dans le présent. C'est-à-dire que le façonnage de l'environnement, effectué par certains individus, crée une forme d'inertie qui invite implicitement à la continuité de ce même façonnage par ces individus, mais aussi par les autres individus. Et à partir de là, le système stigmergique se renforce et se perpétue automatiquement et implicitement, de manière émergente et décentralisée, sans qu'il n'y ait aucune conscience globale et supérieure de ce système qui est réalisé. Les acteurs de la stigmergie sont complètement myopes. Ce qui caractérise la stigmergie, c'est ce qu'on a vu avec l'exemple de la langue maternelle. La coordination indirecte et implicite entre des agents, des actions, des projets, des façons de penser, des façons de communiquer, des idéologies, etc. Et je rajouterais même la coordination inconsciente. Avec la stigmergie, la coordination globale n'est jamais planifiée, orchestrée ou même contrôlée. Elle est émergente. Émergente, ça veut dire que l'organisation ne s'installe pas du haut vers le bas, mais du bas vers le haut. Il n'y a aucun esprit supérieur qui conçoit à l'avance cette organisation. Les individus se coordonnent implicitement de proche en proche, à travers la boucle d'accumulation des effets locaux de leur interaction au sein de l'environnement partagé. Ça semble compliqué, mais ça n'est pas tant que ça. Par exemple, à partir du moment où un individu commence à utiliser un nouveau mot, d'autres individus vont entendre ce mot, et parmi eux, il se peut que certains reprennent ce mot. Reprises qui vont être entendues par d'autres individus, et ainsi de suite, jusqu'à ce que, par accumulation et émergence, le mot fasse partie du langage partagé, sans que personne n'ait mis en place de lobby pour que ce mot arrive et se maintienne à cette position. Bien souvent, un nouveau mot prend racine dans notre vocabulaire sans qu'on ne se rende vraiment compte. Et c'est après que ce mot se soit implanté qu'il rentre dans le dictionnaire et plus globalement dans les règles explicites de la langue, et non avant. Certes, chaque langue est un système codifié, mais les codes sont extraits a posteriori et non définis a priori. Il n'y a pas un groupe de personnes qui définit et cadre à l'avance ce que va être la langue. Non, c'est à l'envers. Les codes sont définis par l'usage. Si les usages évoluent,
alors les codes évoluent. Et il n'y a pas grand-chose que tu puisses faire pour contrôler ça. Et donc, dit de manière plus abstraite, la stigmergie, c'est l'idée que chaque effet local de l'interaction d'un individu avec son environnement va sensiblement influencer les interactions ultérieures d'autres individus partageant cet environnement. L'interaction va donner le ton pour d'autres interactions. Puis, les effets de ces interactions ultérieures vont à leur tour influencer les interactions d'autres individus, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'à force d'accumulation, s'installe et s'auto-organise par émergence un ordre stigmergique. Ordre stigmergique qui va pousser d'autres individus à s'aligner sur cet ordre et à le continuer. Si vous voulez un exemple concret de la force appliquée par un ordre stigmergique, imaginez un groupe d'enfants qui sont noués par leur intérêt pour un sujet ou une activité qui est cool et la mode pour eux. Ils ne font que parler de ça quand ils sont ensemble. Si un nouvel enfant veut s'intégrer à leur groupe, alors il sera naturellement poussé à s'intéresser à ce domaine. Il aura un intérêt implicite à s'intéresser à ça plutôt qu'à d'autres domaines, parce que sans ça, il aura du mal à s'intégrer. Un autre exemple, sur Internet, étant donné que les algorithmes favorisent les sujets et les titres qui attirent du monde, du coup, la plupart des créateurs de contenu privilégient les sujets et les titres qui attirent du monde. Ils se coordonnent indirectement, ce qui pousse encore plus les algorithmes à favoriser ces sujets et ces titres. Un créateur de contenu qui ne s'aligne pas avec l'ordre de ce qui marche, il aura du mal à se faire une place. Dans ce genre de dynamique stigmergique, les interactions locales des différents individus se renforcent les unes par-dessus les autres, menant naturellement et spontanément à l'émergence d'une activité globale coordonnée et systématique, à savoir une activité qui semble dirigée par un système bien défini et bien huilé. Autrement dit, pour résumer, étant donné que des individus interagissent avec le monde d'une certaine manière, alors notre cerveau va inconsciemment s'adapter et s'inscrire dans cette manière d'interagir. Et ça a plein de conséquences sur la corruption. Ce qui est intéressant pour le sujet qui nous intéresse, c'est que le concept de stigmergie est plus facile à comprendre quand il est contrasté avec le concept de conspiration. Dans l'idée de conspiration, il y a aussi une coordination globale, mais cette coordination est directe et intentionnelle. Cette coordination, elle vient pas du bas, elle vient du haut. Le haut fait pression sur le bas pour qu'il soit d'une certaine manière et pas une autre. Le haut manipule la forme du bas pour que cette forme l'arrange. Du coup, dans l'idée de conspiration, il y a certaines forces dans le monde qui gagnent à ce qu'un certain ordre des choses soit maintenu. Et cet ordre des choses est activement contrôlé et maintenu par une organisation ayant une influence globale, qui agit plus ou moins dans l'ombre. Autrement dit, il y a un contrôle central et une influence globale, qui ensuite sont disséminés et consciemment mis en application par les acteurs de l'organisation. Il y a une hiérarchie de contrôle, dont la tête reste cachée derrière les rideaux, et diffuse ses ordres secrets à travers la hiérarchie, du haut vers le bas. Les acteurs de l'organisation sont en coordination directe et intentionnelle. Il y a un plan central très clair à réaliser. Donc, encore une fois, je répète, dans l'idée de conspiration, les exécuteurs de la conspiration sont clairement conscients du plan global qu'ils réalisent et de la coordination de leurs actions. Ils sont loin d'être des fourmis ou des termites complètement myopes à ce qu'ils réalisent ensemble. Et du coup, pour en revenir à la stigmergie, eh bien, comme dans la conspiration, on retrouve aussi cette idée que certaines forces gagnent à ce qu'un certain ordre des choses soit maintenu. Mais tout est beaucoup plus inconscient, voire complètement inconscient. Pour reprendre l'exemple des enfants, la cohésion de leur groupe gagne à ce que l'intérêt de ce à quoi ils parlent ensemble, et qui les noue, soit maintenu et renouvelé pour qu'ils aient de nouvelles choses à se dire. Et bien sûr, les industries qui se font de l'argent sur les produits dérivés de ce dont les enfants parlent entre eux ont également intérêt à ce que des groupes d'enfants, à travers le monde, continuent de valoriser ça pour que leur entreprise continue de prospérer. Mais, du coup, dans la stigmergie, cet ordre des choses qui est à la croisée des intérêts de tout un chacun, il se met en œuvre de manière implicite et décentralisée, à travers un large réseau de biais locaux, de valeurs locales, d'interactions locales, d'associations locales, de dépendances locales et de contraintes locales, etc., qui sont souvent relativement subtils et anodins, mais qui par accumulation et émergence servent à créer et maintenir un ordre global particulier. La coordination globale est indirecte et non directe. Le contrôle est décentralisé. L'influence est locale et se propage de local en local. Le renforcement est involontaire.
Il n'y a aucune hiérarchie de contrôle, aucune tête pensante, cachée derrière les rideaux, qui dissémine ses ordres secrets dans la hiérarchie afin de mettre en application le plan. Et c'est ce qui fait que la stigmergie est encore plus vicieuse que la conspiration, parce qu'elle crée des corruptions authentiquement aveugles. Quand les aveugles au global guident les aveugles au global, on est dans la stigmergie. Et concrètement, beaucoup d'idéologies, par exemple, se développent davantage à travers la stigmergie qu'à travers la conspiration. Les leaders sont grosso modo tout autant aveugles que les suiveurs. Les exécuteurs de la stigmergie sont beaucoup plus inconscients de l'ordre des choses qu'ils maintiennent et des conséquences globales de leurs interactions. De la même manière que des enfants qui regardent des dessins animés et parlent de dessins animés ne réalisent pas du tout que c'est une grosse industrie tout ça. Ils participent de manière innocente à une stigmergie. Pour eux, les dessins animés, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec cette perspective commerciale. Et donc, en fait, c'est l'influence de l'environnement local, qu'elle soit présente ou passée, qui guide indirectement les exécuteurs de la stigmergie d'une manière globale. Par exemple, vous privilégiez globalement votre langue maternelle, en partie à cause de l'influence passée de l'environnement local du début de votre vie, qui a installé en vous une adaptation, ou dit autrement, des biais positifs vis-à-vis de cette langue. Biais positifs que vous n'avez pas avec les autres langues, et qui fait que dans la plupart des situations locales de votre vie, vous allez privilégier cette langue, sans vraiment qu'il y ait une volonté globale derrière ce privilège. C'est essentiellement par facilité irréfléchie, et non parce que vous voulez développer le pouvoir global de votre langue maternelle. Autre exemple, en sciences, au début de leur carrière, beaucoup de jeunes chercheurs n'ont pas encore la connaissance de tous les paradigmes existants, et donc ils utilisent, communiquent et propagent, sans le réaliser, un paradigme particulier dans lequel ils ont baigné jusque-là. Et il n'y a aucune malice dans leur propagation de ce paradigme. Ce sont des vecteurs inconscients et innocents, comme les termites. Ils n'ont pas du tout conscience de l'idéologie et de la charge qu'ils véhiculent et renforcent. Ils n'y ont jamais réfléchi en fait. Le paradigme qu'ils propagent est tellement sous-entendu, et ils n'ont tellement rien pour le contraster, qu'ils y sont complètement aveugles. Ils ne réalisent pas qu'il y a un message en arrière-plan de leur message. Encore une fois, le poisson ne réalise pas qu'il est dans l'eau. Tout ça, tout ça. Ce qui fait qu'une fois lancées, certaines idéologies sont pratiquement inarrêtables. D'ailleurs, rendons à César ce qui appartient à César. La première fois où j'ai vu le rapprochement entre les concepts de stigmergie et de conspiration, c'est dans un livre du philosophe Bernardo Kastrup. En gros, Bernardo utilisait le terme stigmergie pour expliquer comment le paradigme scientifique matérialiste est inconsciemment soutenu par des forces qui vont au-delà de la philosophie, tout en évitant d'induire que ce soutien est dû à une conspiration. Il mettait en évidence qu'il y a plein d'intrications entre la philosophie matérialiste, la science, l'économie, la technologie, la culture, les valeurs, la consommation, les médias, etc. Et que quelque part, tout ça se renforce mutuellement et corrompt la philosophie. Le paradigme matérialiste, c'est une vision du monde qui valorise la matière. Et d'une certaine manière, cette vision du monde, ça légitimise subconsciemment notre société de consommation par exemple. Il y a des intérêts partagés, même si ces intérêts ne sont aucunement conscients les uns des autres. Pareil, on retrouve la même idée qu'avec l'algorithme YouTube et le groupe d'enfants. Actuellement, si un chercheur veut s'intéresser à autre chose que le paradigme matérialiste, ça va être très très difficile d'être intégré aux autres et de trouver des financements. Donc, en tant que jeune chercheur, si tu veux que ta carrière soit viable et puisse avancer, si tu veux pouvoir avoir des promotions, si tu veux avoir de la reconnaissance et être pris au sérieux par tes pairs, eh bien, tu vas t'aligner avec le paradigme matérialiste qui est dominant, et complètement négliger les paradigmes alternatifs. Autre exemple encore, si tu es vierge vis-à-vis des idéologies politiques, et que tu fais un stage prolongé dans un parti politique extrême, eh bien, même si à la base tu étais indifférent vis-à-vis d'eux, tu vas être exposé à plein d'arguments contre le camp adverse. Et parmi ces arguments, il y en a probablement quelques-uns qui seront sérieux et qui vont te convaincre et te monter contre le camp adverse. Bien sûr, si tu avais été en parallèle exposé à les arguments de la part de l'autre camp, tu ne te serais jamais monté contre un camp ou l'autre. Parce que, dans les arguments de l'autre côté aussi, il y aurait eu des arguments sérieux qui auraient fait mouche. Mais voilà, dans la pratique, tu n'as été que dans un seul environnement. Et donc, tu n'as pu être conditionné que dans une seule direction. Tu n'as jamais été exposé à des contre-arguments sérieux de l'autre côté. Et une fois que tu as commencé à être conditionné et convaincu dans une direction, cette idéologie est devenue comme ta langue maternelle, ta façon de penser, et tu es entré dans une boucle de feedback
qui t'a fait perpétuer cette idéologie comme un drone. De la même manière que tu as perpétué ta langue maternelle. Tu es grosso modo passé en mode termite myope. Honnêtement, la plupart des défenseurs d'idéologie ne sont pas loin d'être des drones humains. Ils n'ont jamais considéré sérieusement les alternatives avant de défendre leur idéologie. Ils sont hypnotisés par la première idéologie qui leur a lavé le cerveau. Et au passage, c'est exactement pareil pour la philosophie. Même si tu es indifférent vis-à-vis d'un débat, si tu lis entièrement un livre sérieux dédié à une position de ce débat, tu vas très probablement en ressortir beaucoup moins indifférent. C'est d'ailleurs comme ça que naissent la plupart des inclinations. Les personnes lisent un peu par hasard un livre sérieux dans leur jeunesse, un livre qui est dans l'air du temps. Certains arguments de ce livre font mouche, pas tous, mais certains. Et convaincus par ces arguments, les personnes entrent dans une boucle de feedback positif et se retrouvent à défendre la position défendue par ce livre pendant toute leur vie, parce que c'est celle qu'ils connaissent. Vous serez étonné de savoir le peu de personnes qui lisent des livres qui vont à l'encontre de leur position initiale, et donc qui ne se donnent jamais les chances d'être convaincus dans une autre direction et d'avoir autre chose qu'une vision simpliste des autres positions. On n'est vraiment pas loin des termites et des fourmis à ce niveau. Et devinez quoi, les croyances dans les théories du complot naissent aussi comme ça. Inévitablement, quand tu fais des recherches là-dedans, parmi tous les arguments loufoques, il y a des arguments qui vont te sembler sérieux, faire mouche et te convertir. Et si tu ne fais pas la même contre-investigation de l'autre côté, cette position te paraîtra plus solide qu'elle ne l'est vraiment. Comme je vous le disais dans l'épisode 73, investir rend aveugle. Tout ce qui est biais de confirmation, et surtout biais d'interprétation, c'est très stigmergique. Le biais de confirmation, on l'utilise surtout pour parler de l'idée que l'on filtre les informations, que l'on ne recherche et ne fait attention qu'à celles qui confirment nos croyances. Et donc on est aveugle à celles qui vont à l'encontre de nos croyances. Mais le biais de confirmation, en réalité, c'est bien plus large que ça. Ça ne joue pas seulement au niveau de la recherche et de la collecte d'informations, ça joue aussi au niveau de l'interprétation et de la mémoire d'informations. Le biais d'interprétation, c'est l'influence de notre paradigme de croyance préétabli sur l'interprétation des nouvelles informations auxquelles on accède. En gros, tu as un puzzle dans la tête, et du coup, tu es biaisé à interpréter les nouvelles informations comme des pièces de ce puzzle. Typiquement, quelqu'un qui croit à fond dans une religion, n'importe quelle information sera interprétée comme un argument justifiant sa croyance religieuse, et notamment sa croyance en Dieu. Peu importe ce qu'on dit, ça sera détourné, piraté, et transformé pour servir, défendre et renforcer les croyances établies. Et du coup, c'est impossible de renverser des croyances bien enracinées. Aussitôt l'information est traitée par un cerveau, aussitôt elle est parasitée et corrompue par les croyances installées dans ce cerveau, qui vont la remodeler d'une manière sensiblement, mais critiquement différente. Tous les neurones de ton cerveau, ils sont comme les termites. Ils sont pris dans la stigmergie des traces du passé. Et cela biaise leur activité dans le présent. Autrement dit, dès qu'il y aura la moindre ambiguïté, on va déformer notre interprétation des informations pour qu'elle colle avec notre paradigme de croyance. Dès qu'une information est cohérente avec notre paradigme, on va pas la questionner. On va lui donner un laissez-passer. Pas de problème. En revanche, dès qu'une information n'est pas cohérente avec notre paradigme, on va en douter. On va la reconsidérer comme si c'était forcément une erreur. On va la tourner dans tous les sens possibles jusqu'à ce qu'elle devienne compatible avec notre paradigme. Et cette forme de corruption aveugle, du biais de confirmation, c'est très stigmergique. Bref, sur ce, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur la stigmergie pour aujourd'hui. Si ce concept vous intéresse, je vous en avais déjà parlé dans l'article que je vous mets en lien en dessous. C'est un article qui met en évidence que la matrice de réalité que nos cerveaux co-construisent ensemble et ces illusions font partie d'une stigmergie pervasive et difficile à échapper. Et c'est pour ça que c'est pas étonnant que l'éveil spirituel requiert des pratiques sérieuses et isolées. Si tu restes en contact de la société, tu es foutu. Parce que la société est toujours en train d'implicitement transmettre la matrice de la perception existentielle à ton cerveau. Notamment, elle est toujours en train de présupposer que l'ego et le contrôle de l'ego existent. Ce qui fait que tu seras par défaut convaincu de son existence, même si on t'a jamais prouvé son existence, et que tu ne te l'es jamais prouvé à toi-même. Tu l'accepteras par défaut comme une vérité, parce que c'est tellement véhiculé que ça en devient évident. Le contraire devient absurde et inimaginable pour ton cerveau. Sur ce, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo et laisser un pouce bleu si vous l'avez apprécié, ça m'aide pour la visibilité, et je vous invite également à rejoindre le Discord de la Fondation Magister pour prendre part à des discussions sur les différents aspects du développement. Le lien est dans la description de la vidéo.
Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.